Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rollistes. Je suis très content de vous retrouver. C'est les vacances, c'est l'été, il fait chaud. Du coup, je vais vous proposer un jeu de rôle thématique là-dessus. Il s'agit du Legs de Saint-Émon. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte qui va vous proposer une campagne et un système de règles. Et dans cette boîte, vous allez pouvoir incarner des adolescents qui débarquent de la région parisienne dans la campagne et qui vont vivre une aventure un peu particulière puisque cette boîte est en fait un moyen de découvrir l'univers de Néphilim qui est vraiment assez original. Je l'ai fait jouer, ça marche du tonnerre. Allez, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un moyen très simple, c'est le pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Tipeee, on a ouvert un Tipeee pour nous permettre de faire des voyages sur les salons, pour faire les interviews qu'on fait habituellement, etc. Donc n'hésitez pas. Et on a également ouvert un serveur Discord qui marche plutôt bien et qui on discute avec pas mal de gens, donc vous pouvez nous rejoindre. Tous les liens sont en description de la vidéo. Allez, on ouvre la boîte et on se plonge dedans. Alors, les Legs de Saint-Émon, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une boîte qui est sortie chez Ludica, qui est donc le parti ludique des éditions Mnemos et des 12 singes. C'est écrit par Cédric Ferrand, et donc c'est une boîte qui va contenir l'intégralité d'une campagne, plus des règles. Et donc on a une jolie boîte, dans un carton assez épais mais tout léger, donc qui marche plutôt bien. C'est assez costaud. C'est très rigide, comme vous pouvez le voir. Donc pas trop de problème là-dessus. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vidons un peu tout ça et découvrons un peu le secret des dieux. Règles et contexte. Donc ça va être le petit livret d'une cinquantaine de pages peut-être, 32 pages, même pas. Qui va nous expliquer les règles du jeu, mais également où est-ce qu'on va jouer, dans quel village, avec quel PNJ, tout ça. Vous allez voir, c'est très très chouette. Ensuite, nous avons les scénarios. Ouais, il est un peu tout corné, un peu tout plié, mais ça c'est uniquement parce que moi je prends pas soin de mes bouquins. Donc il va contenir les 6 scénarios. Nous avons ensuite les feuilles de personnages. Donc c'est les personnages qui vont être jouables, les pré-tirés. Nous en avons 5. 1, 2, 3. Hop là, je vais y arriver. 4 et 5. Sur chacun de ces pré-tirés, nous avons leurs traits. Lui, par exemple, Éric Ronflet a 15 ans. Il est impétueux, captif, il est captivé, frondeur et stimulant. Nous avons son petit historique, son état d'esprit, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait, dans quel état d'esprit on va le jouer. Et derrière, nous avons ses préoccupations. Par exemple, Éric Ronflet, il veut écrire une nouvelle en guise de devoir de français pour la rentrée, mettre en place un terrain de jeu digne de ce nom à Saint-Émon, faire en sorte que sa sœur Evelyne devienne autonome et tout faire pour retourner à Paris. Et ensuite, on demande aux joueurs de dire, selon lui, de quoi Eric a-t-il le plus peur, qu'est-ce qui l'énerve par-dessus tout, dans quel moment trouve-t-il du courage, pourquoi est-ce que des fois il pleure, et les préoccupations temporaires, les jetons. On va en parler plus tard. Idem pour Sandrine Pugieux, elle est discrète, détachée, résiliente, amicale, un petit peu son état d'esprit, son historique, tout ça. Et le même principe, ses préoccupations et les mêmes questions. Ça sera le cas également pour Nicole Attenet, pour Evelyne Ronflet, pour Sébastien Paille. Donc nous avons les 5 pré-tirés. Ensuite, nous avons des aides de jeu. Bah après tout, hein, c'est également le pendant des 12 singes. Donc au bout d'un moment, quand on fait une boîte de campagne, il faut des aides de jeu. Donc nous avons des messages codés, nous avons des petits extraits de livres, nous avons des gravures dans le bois, nous avons des bouts de manuels un petit peu étranges, encore des gravures et des sérigraphies. Nous avons d'autres messages qui ont été posés, et etc., etc. Donc pas mal de petites aides de jeu. Ensuite, nous avons une planche de tokens de jetons qui pourra être utile selon les règles du jeu. On peut jouer avec des vraies pièces ou des vrais jetons, il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin, nous avons hop là, la magnifique carte de la ville de Saint-Émon. Je vais la vous montrer de face, ce sera plus simple. Hop là, là voilà la carte de Saint-Émon, elle est super chouette. Elle rappelle énormément dans l'esprit la carte de Tales from the Loop de la France des années 80. Pour ceux qui l'ont déjà vue, elle est très chouette. En fait, elle survole tout, mais on a tous les emplacements des bâtiments un peu importants. La mairie-école, la fontaine, le vieux pont, la ferme des Languiers, la ferme d'Alice, la Croix-Vercher, le cimetière, le pré de Maël Grésin, etc. Donc on a une bonne petite carte à mettre au milieu de la table. Donc c'est plutôt chouette. En termes de contenu, on est quand même vraiment pas trop mal sur cette boîte. Alors, on va se faire un petit peu de place parce qu'on va ouvrir les bouquins. Je vais enlever la boîte, je vais la mettre là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc, comme on l'avait dit, règles et contexte, c'est le premier bouquin qu'on va lire. Règles et contexte. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique là-dedans? Que les textes sont de Cyril Ferrand, que la conception graphique est de Maxime Place et les illustrations de Titouan Bolin. Titouan Bolin fait les illustrations de ce jeu de rôle et je les trouve vraiment super chouettes.
Elles sont, ben, vous allez voir, il y en a pas énormément, c'est un petit jeu, mais elles sont en termes d'ambiance, le jeu est incroyable, je trouve. On va rentrer dans le cœur du sujet. En gros, qu'est-ce que c'est les Legs de Saint-Amand? On a une campagne en 6 scénarios, et on a donc ici les règles du jeu. Alors, comment fonctionne le jeu? Vous l'avez vu, il n'y a pas de dés de fournis ni rien, etc. Parce qu'on va jouer sans dés, on va jouer avec des jetons, et encore, mais surtout, comment va se passer le jeu de rôle? Là, c'est un jeu de rôle qui est extrêmement narratif, on va pas faire beaucoup de jets, on va pas demander aux joueurs de faire énormément de jets, c'est pas le but. Il est conseillé d'en faire un par heure de jeu, par personnage à peu près. Généralement, la plupart des choses vont se résoudre avec la discussion. Je veux dire, au bout d'un moment, on va jouer des ados, les ados sont capables de faire des choses, et des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Ils vont avoir besoin de l'aide de quelqu'un, etc. Et c'est comme ça que le système va rentrer en jeu. En gros, ce qui se passe, les personnages sont définis par 4 traits. Par exemple, commère, stoïque, aventureux, etc., etc. La mécanique de base, elle est très simple. Quand il y a une action qui va être compliquée à faire, on va évidemment demander aux joueurs de faire un test. Voilà. Sauf que le test, ça va pas être un test comme on fait d'habitude en jetant un dé, en achetant des bonus et des machins. Non, là juste, ça va être un test qui va être contre une difficulté qui va être décidée par le MJ suivant une règle assez précise. En gros, la première difficulté de base, elle est de 1. Si le personnage en face de nous, il est plus fort ou plus grand ou plus âgé, bah, il va y avoir un point de menace en plus. Si jamais l'opposition elle est active, c'est-à-dire qu'il empêche les joueurs de faire la chose, il va y avoir un point de difficulté en plus. Si les personnages qui veulent faire quelque chose sont mal équipés ou mal préparés, il va y avoir un point de difficulté en plus. Et s'il y a des circonstances avantageuses, à chaque fois, il y aura des points de difficulté en plus, tout simplement. Donc en gros, on peut aller de 1 à 7, 8, voire 10 de difficulté. Et donc comment ça fonctionne pour passer ces seuils de difficulté? Eh bien c'est très simple. Le personnage va mettre en jeu tous les traits qu'il peut mettre en jeu dans ce qu'il va faire. Par exemple, la grand-mère, c'est l'exemple qui est cité je crois, la grand-mère dit, à l'héroïne, à un des personnages: «Bah non tu sors pas ce soir, il est trop tard, il fait nuit, tu restes à la maison avec moi». Difficulté, 1 de base, 2 parce que c'est la grand-mère, elle est plus âgée, elle a pouvoir l'autorité sur la gamine, et 3 parce que la gamine n'a pas préparé d'argumentaire pour réussir à sortir, et cetera. Donc on va dire difficulté 3. La gamine, elle va dire qu'elle est amicale, donc elle va dire à sa grand-mère: «Mais enfin mamie, s'il te plaît, allez, sois gentille», et cetera. Donc ça lui fait un point de succès. On va partir du principe que son frangin l'aide, par exemple, donc il y a le deuxième personnage qui dira: «Non mais si mamie, je te promets, on est ensemble, on rentre pas tard, on rentre à 22h, tout ça». Donc ça va faire 2 succès, par exemple, et à faire intervenir un troisième trait ou quelque chose comme ça pour arriver à ces 3 succès et pouvoir dépasser la difficulté. C'est tout, on ajoute juste des traits, qui vont permettre de dépasser la difficulté ou non. Ça, c'est les règles de base. C'est très, très simple, c'est très narratif, il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, comment ça se passe ensuite? C'est, si jamais c'est raté, c'est un échec, il va y avoir des complications. En plus de ça, quand, les personnages vont jouer leurs préoccupations, donc les petits défauts de leur personnage, quand les joueurs vont jouer par exemple le fait que l'autre doit écrire sa rédaction pour l'été, ça va lui prendre du temps, ça va lui coûter des choses, il y a des moments où il va pas pouvoir être là alors qu'il devrait être là, et cetera. Le maître du jeu va lui donner un jeton. Ce jeton, il va pas pouvoir le garder pour lui, il va falloir qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Et il y a un vrai esprit collaboratif dans tout le jeu. Donc ce jeton, il va dire, «Bah tiens, je te le donne», et il va trouver une excuse, dans le jeu. Par exemple: «Tiens, je t'ai filé ma compile préférée, du groupe de l'époque», et cetera, et cetera. On joue dans les années 80 pour information. Et c'est ce qui va permettre de faire en sorte, que les joueurs aient des jetons à dépenser en plus pour avoir des succès en plus évidemment sur leur jet. Chaque fois que les joueurs gagnent un jeton, le MJ en gagne un également, et le MJ peut mettre des complications aux joueurs en dépensant le nombre de jetons qu'il y a de joueurs. Bah, si on joue à 4 joueurs, il faut qu'ils dépensent 4 jetons pour mettre une complication, OK? Si jamais les joueurs ont vraiment envie de faire quelque chose, ils ont vraiment envie que ça réussisse, mais n'arrivent pas à avoir le nombre de succès nécessaires, ils peuvent tout simplement partir du principe qu'ils y arrivent quand même, et pour chaque succès qui manque, le MJ va leur mettre une complication. Voilà, tout simplement. J'essaye, de partir discrètement du bal sans être vu. Ça me demande un nombre de succès, je n'y arrive pas, il m'en manque 2 par exemple. La première, ça va être que je passe par les fourrés, mais je me griffe le visage et du coup je saigne un petit peu de la pommette. Et la deuxième, ça peut être par exemple que, quasiment personne ne m'a vu, mais la petite Sandra, m'a vu partir, et elle me court après pour me dire: «Hey, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où?» Et hop, une complication, il va falloir faire autre chose, trouver un moyen de se débarrasser d'elle, et cetera, et cetera. C'est comme ça que ça marche, c'est très fluide. En jeu, ça marche vraiment du tonnerre, c'est un système qui marche extrêmement bien. Après, c'est très, 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 très narratif. Comme je vous dis, on a un petit encart à Néphilim pour les nuls, parce que c'est une introduction à Néphilim. Ce n'est pas un supplément officiel de Néphilim, mais ça sert d'introduction à Néphilim.
C'est un très très bon moyen pour mettre les pieds dans Néphilim. Ensuite, on arrive à la grande force pour moi de cette campagne, ça va être toute son ambiance. Et donc, on arrive sur Saint-Amand, la ville dans laquelle on va vivre notre aventure, et en large et en travers. Et donc, on voit que Saint-Amand est une ville qui est entourée par le Châtelard, par les Frasses, par Vieux-sur-Maillard, Pointe-Signy, le Châtelard encore, Puchamp, Mortagne et Tarnay-le-Grand. On nous apprend un petit peu l'histoire de Saint-Amand, hein, peut-être qu'il y avait quelque chose au Moyen-Âge là-dedans, tout ça, peut-être des trucs qui se sont passés, mais vu que c'est une ville paumée dans le trou du cul du monde, puis personne ne s'en occupe. Nous avons le maire Guy Ponchard avec sa politique actuelle, un récap de la ville avec les noms de tous les PNJ qu'on va pouvoir y croiser. Ensuite, son économie de la ville, donc ils font du vin mousseux, ils ont des ruches, des stars de bois, un camion citerne qui passe tous les jours à la ferme, les lieux emblématiques, donc la mairie-école, même si l'école a fermé depuis un petit moment maintenant. La Croix-Verchet qui est située sur la route, le lac des Charmiers, voilà. Tous ces petits endroits, le lavoir, où les joueurs vont aller, qui ont tous un petit truc, une petite spécificité. C'est extrêmement chouette. Et enfin, nous avons, alors pas tous les habitants, mais une bonne tripotée de PNJ avec leurs petites illustrations qui sont super cool parce que on voit vraiment l'état d'esprit qu'ils ont et ça garde cet esprit un peu Club des 5, quoi. Ça marche vraiment, vraiment super bien. On a par exemple Guillaume Guiguitenay qui est un quadragénaire mais qui est en gros le bûcheron. Le mec il est parti, il s'est déjà coupé à moitié une bras, il a failli crever dans la forêt parce qu'il parle tout seul, il est revenu en rampant mais il continue à y aller. Tout le monde dit mais s'il y va tout le temps tout seul en fait c'est parce qu'il essaie de fuir sa femme qui est Chantal Tenay, qui est une mégère qui en a marre parce qu'elle arrête pas d'amener ses gamins partout, qu'elle arrête pas de faire le ménage, qu'elle arrête pas de couper les patates, de réparer les tenues. Elle en a plein le dos donc du coup elle est super désagréable. Et donc on a voilà énormément de petits PNJ comme ça qui sont tous. C'est très fort parce que enfin ils sont tous criants de vérité ces bonhommes. Alors c'est des on s'appuie sur des clichés, mais il y a moi pour moi qui ai grandi à la campagne, sincèrement il y a beaucoup de vécu dans ce qu'il y a là-dedans et je trouve ça vraiment vraiment très très fort. Et en plus, on nous file derrière, donc là on a peut-être, je sais pas, une vingtaine de PNJ, et on nous file derrière encore une vingtaine d'autres noms, si jamais on doit en piocher. Ils vont voir des gens qui sont pas prévus, sachant que c'est un village d'une centaine d'habitants, donc un tout petit village de campagne française. On a largement de quoi faire pour faire jouer tout ça. Ensuite, l'autre histoire de Saint-Amand, là on veut nous parler qu'en fait dans Saint-Amand il y avait un ordre secret, il y avait la loggia, que évidemment il y a des trucs un peu fantastiques puisqu'on parle de Néphilim. Évidemment, évidemment. Les personnages joueurs, du coup, donc nous avons Alice Ronflet et Laurent Praille qui sont les deux parents qui ont décidé de passer les vacances. Donc je spoil pas du tout la campagne, je vous rassure. Qui ont décidé de passer les vacances à Saint-Émond. Il y a des raisons derrière, pourquoi, machin, etc. Vos joueurs le découvriront en jeu. Et nous, on incarne donc les enfants de cette famille recomposée malgré elle. Et voilà pour la partie règles. Nous arrivons ensuite à la partie scénario, avec encore une illustration qui est très très cool, je trouve. Donc la campagne est divisée en 6 scénarios. Pareil, je ne vais pas spoiler, je vous rassure, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous dire un petit peu en gros ce qui s'y passe. La très grande force, je trouve, du jeu, c'est cet esprit vacances à la campagne. Donc il va y avoir évidemment une bande rivale qui s'appelle Nadine, Arnaud, Zoé et Étienne. Évidemment, ça fait naze, donc du coup il y a un gamin qui les appelle les nazes. Donc ça va mal finir, ça va mal tourner. Ensuite, ils vont arriver dans cette ferme qui est la ferme de leur grand-père qui est récemment décédé. Donc ils vont prendre possession des lieux et ça va être le moment. Le premier scénario, c'est vraiment un scénario d'installation où vous allez faire jouer à vos joueurs des petits moments de la vie. Qui prend quelle chambre, qui prend quel lit du haut, les corvées, tiens, va voir au grenier si tu trouves pas tel machin, va demander des œufs et du lait à la voisine pour faire rentrer les PNJ. Voilà, tout ça c'est extrêmement bien foutu, ça permet de faire vivre le village, de faire vivre la vie dans cette maison, la vie avec des personnes qu'on connaît pas, hein. Les gamins, vous arrivez, vous ne connaissez pas les autres gamins de l'autre personne, de l'autre adulte qui est là. Vous savez même pas trop pourquoi ils sont là. Quand vous demandez à vos parents, ils vous noient un peu le poisson, c'est un peu compliqué. Ensuite, vous allez découvrir, vous allez commencer à creuser, vous allez commencer à trouver des trucs dans le grenier. Dans le grenier, vous allez trouver notamment des choses en lien avec le passé de la famille, tout ça. Vous allez commencer à enquêter, et puis, il y a le bal du 14 juillet qui va arriver. Donc, en plus de cette enquête sur l'histoire de famille, il va falloir donner un coup de main à mettre en place le 14 juillet, toujours avec la bande rivale qui vous menace. Et puis, dans le troisième scénario, il y a des bohémiens qui vont arriver, des gens du voyage. Bon, à la campagne, on les appelle les Romains Michel, hein, mais qui vont arriver, qui vont débarquer, qui vont mettre un peu le bazar. Et puis, on va s'enfoncer dans le son naturel au fur et à mesure.
pour faire cette initiation au monde des films tout en douceur. C'est absolument top, sincèrement. C'est vraiment une très, 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 très belle surprise. Je ne vous spoil pas plus ce qui se passe, mais sincèrement, ça marche du tonnerre. L'ambiance est là. Et on passe à la conclusion. Alors, les legs de Saint-Amand, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, vous l'avez sûrement deviné pendant le feuilletage et peut-être même pendant l'introduction. J'ai adoré. J'ai adoré pourquoi? Bah, déjà parce que c'est thématique, sincèrement. C'est le jeu de rôle de l'été. Voilà, vous le sortez, vous faites votre partie pendant l'été, ça va vous prendre 6-7 séances et ça tourne bien parce que c'est rafraîchissant, parce qu'on joue des ados dans une campagne des années 80, parce qu'on va commencer avec des mystères de tous les jours. On va commencer en fouillant le grenier de papy, on va commencer en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans ce patelin paumé dans le trou du cul du monde alors qu'on est des Parisiens à la base. Et puis parce que, tout ce village est extrêmement construit, extrêmement chouette. Il y a plein de petites anecdotes sur ce qui a été fait, sur les rivalités entre les villages voisins, sur ce que pense machin de machin, les petites rumeurs, les petits trucs. Ça donne du corps, ça donne énormément de corps et ça se joue très, très bien du coup. On a plein de personnages hauts en couleur mais moi pour le coup, je suis un Parisien qui a débarqué à la campagne quand j'étais jeune. Il y a beaucoup il y a beaucoup on retrouve ça vraiment. On a ce côté-là. Il y a le côté un peu, ouais, bah, vous êtes les Parisiens du coup, hein, donc attention à vous. Mais mais il y a ce côté un peu découverte de la campagne, découverte de comment ça marche, voilà, ils sont tous un peu renfrognés, un peu frustres, ils se moquent un petit peu de vous et puis après, au final, la plupart des personnages sont quand même extrêmement attachants. Donc ça marche très bien. On a derrière toute une enquête où il va falloir que les joueurs avancent. Donc il y a un vrai esprit club des 5 là-dedans. Vraiment, les joueurs sont invités à coopérer tout le temps parce que de toute façon, s'ils coopèrent pas, il y a ce groupe rival là qui va leur tomber dessus et il vaut mieux pas être isolé dans ces cas-là. Et plein d'événements marquants qui vont rythmer le truc. Il y a des semaines de pause dans le jeu où les joueurs vont pouvoir aussi, bah, développer un peu tout ce qu'ils ont mis en place autour, les petits objectifs parallèles qui seraient eux-mêmes fixés. C'est un jeu qui laisse énormément, énormément le choix aux joueurs dans la narration, le pourquoi est-ce que le grand-père est mort, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela. C'est extrêmement important. Donc c'est un jeu qui est extrêmement narratif et qui marche vraiment super bien. La mécanique roule toute seule et en fait, on n'en fait pas tant que ça, des tests ou des besoins de calculer les réussites, machin. En fait, enfin, la plupart du temps, on s'en fout, ça marche, ça roule. Ça roule vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, en ligne rouge, pendant toute cette campagne, en plus de ces événements impactants qui vont arriver, le bal des pompiers, machin, et cetera, eh bien, il y a cette enquête sur le passé de la famille, sur le passé du village, bah, sur ce lien qu'il va y avoir avec l'univers de Néphilim, hein. Ça, c'est pas un spoil de vous dire ça, c'est marqué sur la boîte de jeu. C'est une entrée dans l'univers de Néphilim, même si ce n'est pas un supplément officiel de la gamme. Et pour le coup, c'est vraiment très chouette parce qu'on a le fantastique qui va s'immiscer au fur et à mesure comme ça dans la campagne. Et puis il y a un vrai thème nostalgique, où, on va voir une société secrète, bah, qui était peut-être à son apogée il y a des centaines d'années. Maintenant, il en reste quoi à part, des vieilles personnes avinées dans une cave? Pas grand-chose, quoi. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant dans ce jeu. Moi, c'est un de mes coups de cœur, sincèrement, je le trouve super chouette. C'est extrêmement simple à préparer, ça marche vraiment très, très bien quand on y joue. On peut y jouer avec des plus jeunes, avec des plus vieux, ça marche vraiment super bien. Donc voilà, enfin, c'est du super boulot et j'ai envie d'en voir plus des comme ça. Ça fait vraiment Tales from the Loop, mais sans l'aspect SF et sans mécanique 2D, en fait. Donc vraiment, on garde juste l'aspect narratif de Tales from the Loop, cet aspect Spielberg, E.T., enfin voilà, tout cet aspect, les Goonies, quoi. Voilà, on a un très fort aspect les Goonies. On a, des gamins qui vont enquêter sur des faits qui les dépassent un petit peu et voilà, c'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup de moments où, l'imagination des gamins va prendre le pas sur ce qui se passe réellement, voilà, c'est vraiment très, très chouette. Donc voilà, le Lex Zintamon, je vous le conseille. Voilà, si vous savez pas à quoi jouer, vous avez besoin d'une petite campagne, si vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu après des trucs un peu plus denses ou un peu plus moroses, bah, vous pouvez foncer. Le Lex de Saint-Amand, c'est vraiment une tuerie. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!